c'est là où nous on met le doigt pour dire que vous pouvez changer les textes comme vous voulez. Vous pouvez changer les lois comme vous voulez. Si vous ne changez pas objectivement les conditions matérielles des gens, ils vont continuer à voler, ils vont continuer à détourner, ils vont continuer à se prostituer. Fondamentalement, c'est ça. Si vous ne créez pas un emploi de qualité, si vous ne pouvez pas avoir une école de qualité aussi, pourquoi est-ce que les gens vont se donner de la peine à bien fréquenter si à la fin, tout le monde va aller acheter le travail? Pourquoi être intelligent? Ça sert à quoi? Plus à la fin, ce n'est pas ça qu'on va regarder. Hein, si tu es une fille, si tu peux te prostituer, tu auras le travail. Alors pourquoi tu vas beaucoup te déranger à l'école? Tu peux commencer à te prostituer avec tes enseignants pour avoir des points. Ok? Donc le jour où tu te retrouves sur le marché de l'emploi, tu es déjà une experte dans la prostitution pour avoir le travail, puisque tu savais que c'est ça qui t'attendait. Lorsqu'on rend un bien collectif qui appartient à tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui peut réclamer de propriété sur ce bien. Est-ce que ce bien ne perd pas en valeur? Je prends un exemple. L'une des raisons pour lesquelles, l'un des discours que tu entends au Cameroun lorsque tu dis aux gens de ne pas salir la chaussée, c'est: est-ce que c'est la route de ton père? Ce sont mes parents qui ont construit ça. Ce sont mes impôts qui ont construit ça. Lorsque tu vas dans les services publics et tu essayes de réclamer une bonne qualité de service, les gars te disent: mon ami, ce n'est pas toi qui me paye. L'État, c'est pour nous tous. Donc, c'est juste un exemple pour montrer cette question où, par contre, l'un des avantages à avoir la responsabilité d'un privé, quelqu'un qui investit par exemple à créer son entreprise, c'est il veut faire du bénéfice. Donc il y a une motivation profonde à vouloir faire du bénéfice, et parce que c'est un bien qu'il est donc consciencieux dans la protection et le maintien de ce bien-là pour le garder de bonne qualité. Mais si on va dans un cadre où tout appartient à tout le monde, où disons les biens même de première nécessité, ça appartient à tout le monde, est-ce que cela ne dégrade pas la valeur de ces biens, et est-ce que cela ne va pas créer un climat où personne finalement ne va prendre de responsabilité sur ces biens-là? Bon, je sais pas si... je sais pas, il y a une dimension historique quand même importante. La réaction que les Camerounais ont aujourd'hui, ils ne l'avaient pas il y a 20 ans, il y a 25 ans. Les mêmes Camerounais, les fonctionnaires même qu'on décrit aujourd'hui comme désinvoltes, feignants, etc., les mêmes fonctionnaires étaient très professionnels, étaient reconnus comme très professionnels, etc. Pourtant, on était dans le privé. Les écoles publiques, il y a 30 ans, étaient des écoles de renom au Cameroun. La tendance est totalement inversée. C'est-à-dire que les enfants du président Aïdjo ont fait le lycée général Leclerc. D'ailleurs, c'était une tendance normale. Tous les enfants des ministres, etc., fréquentaient dans les écoles publiques parce que c'était des écoles de référence. Donc, on pouvait être dans un système public de qualité. On a été dans un système public de qualité. Donc c'est un faux procès qu'on fait sur la question du système. Est-ce que si on est dans un système qui défend le collectivisme, les gens vont devenir désintéressés ou désinvoltes parce qu'ils ne se sentent pas concernés? Pourquoi les gens se sentaient concernés? Pourquoi les professeurs étaient sérieux, engagés, professionnels il y a 20 ans? Les mêmes professeurs aujourd'hui ne le sont plus. Certains qui sont encore de l'époque des années 90 sont devenus des petits commerçants. Hein? Ils n'enseignent plus. Pourquoi? Leur salaire était bien et leurs conditions étaient très bien. Très bien. Donc, c'est la question des conditions. Donc, ce qui va toucher, qui va faire la différence, ce n'est pas qu'on soit dans un système public ou qu'on soit dans un système privé. Non, c'est pas ça qui fait la différence. C'est pas ça qui détermine la mentalité des gens. Non, absolument pas. C'est les conditions matérielles de vie dans lesquelles ils sont. C'est la condition individuelle de chacun. Oui, voilà, très bien. Donc, la condition individuelle de chacun, c'est les conditions matérielles de vie. Donc, tu ne peux pas demander aux gens, sous prétexte que ils sont dans un service public et objectivement, eux-mêmes ne profitent pas de ce service public parce qu'ils ont des salaires de misère. C'est contradictoire. Le socialisme, c'est tout l'inverse. Le socialisme, c'est tout l'inverse. Le socialisme veut dire que tu vois concrètement
à quoi te profite la collectivité. Ce n'est pas que on te dit, bon, souffre, c'est pas grave. C'est l'intérêt collectif. Même si toi, tu as un salaire de misère, c'est les fesses. Non, c'est tout l'inverse. Si on est dans un régime collectiviste, donc tout le monde profite, pourquoi est-ce que je vais pas me sentir concerné, alors que je sais très bien que je fais partie, je participe, je gagne, je profite de ce qui va être récolté collectivement. Mais l'inverse aussi est vrai. Si je ne profite pas des gains, que c'est une petite partie de la population qui profite, mais cette partie n'a qu'à faire le travail. Moi, je comprends la désinvolture des fonctionnaires, hein, parce qu'ils sont misérés. Moi, je comprends la désinvolture et la fainéantise des enseignants. Jusqu'aux années 90, c'était des gens... D'ailleurs, qui sont ceux qu'on continue à recruter dans les écoles privées? C'est les enseignants du public. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours, peu importe ce qu'on dit, les mieux formés. Par qui? Par le système public. Donc, voilà. Mais paradoxalement, le système public refuse de partager avec eux les gains collectifs. Ça appartient à une élite, ça appartient à une minorité. Bon, les gars se disent que, bon, moi, je ne vais pas être là en train de travailler pour la collectivité, alors que lorsqu'il faut partager les récoltes, hein, on commence à appeler les gens par leur nom, etc. Bref, il y a une cohérence dans le comportement, et c'est une phrase, c'est une citation de Karl Marx dans l'idéologie allemande. C'est notre être social qui détermine notre conscience. C'est-à-dire que les conditions matérielles dans lesquelles nous vivons déterminent fondamentalement les valeurs même que nous avons. C'est ça. Donc, mais on prétend que les Camerounais sont devenus égoïstes, ils sont méchants, le Camerounais n'aime pas son frère. Mais c'est le conditionnement sociétal qui veut ça. Les mêmes Camerounais aimaient leurs frères, les mêmes Camerounais n'étaient pas des tribalistes, les mêmes Camerounais étaient au service moi, j'ai fréquenté dans une école où mes enseignants étaient mes parents aussi. Hein, mes instituteurs, mon instituteur était comme mon père et il avait même des droits sur moi. Pourquoi aujourd'hui c'est l'inverse? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cet instituteur d'il y a 30 ans a été clochardisé sur le plan matériel et financier. Du coup, quand mon père vient à l'école aujourd'hui, il espère que mon père va lui donner 500 000 francs pour arrondir ses fins du mois. Il y a 30 ans, cette relation toxique n'existait pas. Tu vas te placer haut pour corrompre un enseignant de primaire. Ne dis pas de secondaire. Hein. Tu vas commencer par haut pour lui parler n'importe comment. Il te dit ce qu'il a, te dit pourquoi. Parce qu'il a une assurance, une sérénité sur le plan social qui est liée à ses conditions matérielles de vie. Donc, fondamentalement, c'est là où nous on met le doigt pour dire que vous pouvez changer les textes comme vous voulez. Vous pouvez changer les lois comme vous voulez. Si vous ne changez pas objectivement les conditions matérielles des gens, ils vont continuer à voler, ils vont continuer à détourner, ils vont continuer à se prostituer. Fondamentalement, c'est ça. Si vous ne créez pas un emploi de qualité, si vous pouvez pas avoir une école de qualité aussi, pourquoi est-ce que les gens vont se donner de la peine à bien fréquenter si à la fin, tout le monde va aller acheter le travail? Pourquoi être intelligent? Ça sert à quoi? Pour ceux à la fin, ce n'est pas ça qu'on va regarder. Hein, si tu es une fille, tu peux te prostituer, tu auras le travail. Alors pourquoi tu vas beaucoup te déranger à l'école? Tu peux commencer à te prostituer avec tes enseignants pour avoir des points. OK? Donc le jour où tu te retrouves sur le marché de l'emploi, tu es déjà une experte dans la prostitution pour avoir le travail, puisque tu savais que c'est ça qui t'attendait. Donc le phénomène moral, pour nous, c'est un épiphénomène. C'est-à-dire que c'est la conséquence. Le comportement moral des gens n'est qu'une conséquence des conditions matérielles objectives de leur vie. Même la question du tribalisme. Pourquoi les gens ont commencé à se rendre compte que hey, mon collègue même c'est Takam? Pourquoi? Mais parce que tu te tournes à gauche, tu vois Takam, tu te tournes à droite, tu vois Takam, tu te tournes à gauche, tu vois Takam. Tu dis comment? Et ils ont des bonnes situations. Pourquoi tu commences à envier Takam si vous avez les mêmes salaires? Si tu peux même gagner plus que lui. Et on a été dans un pays où les gens n'avaient pas envié qui que ce soit.
les Douala n'avaient pas à se rendre compte qu'il y a des Bamileke à Douala parce que de toutes les façons, ça n'avait pas d'impact sur leur vie sociale. À partir du moment où l'emploi se raréfie, le peu de commerce que les Douala faisaient pour vendre leurs poissons, ils s'en sortaient, ils étaient bien. Les Bamileke qui sont partis de l'Ouest parce qu'il n'y avait pas de travail, parce qu'il n'y a pas de terre, parce que la logique de la redistribution de la propriété fait que tout le monde ne peut pas avoir. Tu penses que les partis de l'Ouest, tu penses que l'exode rural, c'est à cause de l'absence de terre? Non, ce n'est pas seulement ça. C'est une des raisons historiques parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de raisons historiques. Tout à l'heure, j'ai parlé par exemple des luttes de maquis. Il y a eu beaucoup de raisons. Je prenais un exemple en passant. Il y a une des raisons aussi qui explique le mouvement migratoire dans le monde. Oui. Toi et moi, nous sommes à l'Occident, nous sommes ici en Occident parce que le travail est rare chez nous. Tu es en Corée, je suis en Belgique ici, c'est parce que le travail s'est raréfié chez nous. Il y a 25 ans, toi et moi. Alors, c'est un phénomène sociologique qui n'est pas lié au Bamileke. C'est-à-dire que les gens se déplacent pour aller chercher une meilleure vie ailleurs, de manière générale. C'est ça l'exode rural, c'est de ça dont je parle. Alors, mais quand tu me demandes est-ce que je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas... Oui, mais non, je dis, il n'y avait pas suffisamment de terre pour tout le monde. Au sens où, si tu restes à... Il y a les gens, par exemple, et ça aussi, c'est dans le livre là dont je t'ai parlé, les Bamileke du Haut Plateau, les peuples du Haut Plateau, c'est-à-dire que quand on va remonter un peu là, dans le Bambutos, etc., où les terres sont plus difficiles, sont aussi les peuples qui se déplacent le plus. Ils sont les plus nombreux, par exemple, dans les grandes villes. Ce n'est pas par hasard. Okay. Il y a une... sont difficiles. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Mais à cause du climat, moi, tu ne sais pas que dans le... veux dire cultiver la terre est difficile. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Après, il y a quelques cultures que tu peux faire là-bas. Après, c'est fini. Dès que tu as mis l'avocat là-bas à Bouddha. Bon, mais plus tu descends, par exemple, plus tu vas descendre dans le Hong Kong, etc., les terres vont être plus riches. Hein? Et donc, on va aussi observer que le mouvement migratoire va être moins intensif. Donc, la question c'est même pas forcément la question du travail, c'est la question de l'accès à une vie émancipée de manière générale, que ce soit grâce à la terre ou grâce à un emploi, va faire que les gens vont se mettre en mouvement pour chercher une vie meilleure. C'est pour ça que nous sommes ici aussi en Europe. Donc, fondamentalement, c'est de ça qu'il est question. Lorsque les Douala vont se rendre compte que le commerce de poissons qu'ils faisaient, les gens de l'Ouest sont venus faire ça aussi. Ils sont même plus dynamiques là-dedans. Ils vont aller même pêcher, c'est même pas combien de kilomètres, etc. Bon, c'est ça qui va commencer à créer la rivalité tribale. Mais à la base, ils n'ont pas de problème, puisque ils vendent leurs poissons, ils s'en sortent, ils peuvent envoyer les enfants à l'école, les enfants de Douala épousent les filles Bamileke, il n'y a pas de problème. Le jour où le travail se raréfie, on commence à se rendre compte que, mais en fait, c'est la même chose que nous subissons ici. Nous sommes accusés par les Occidentaux de venir voler le travail. Hein? Le racisme est en train de prendre des proportions exponentielles ces dernières années. Pourquoi? Parce que le travail se raréfie ici en Europe aussi. Le travail se raréfie et donc les masses occidentales instrumentalisées par la propagande politique, comme chez nous, hein, les masses aussi sont instrumentalisées par la propagande politique. Parce qu'on va leur dire que, au lieu que l'élite bourgeoise assume son incapacité à produire du travail et un travail de qualité de manière générale, okay, elle va préférer instrumentaliser la question tribale pour justifier la rareté de l'emploi, pour justifier la pauvreté, pour justifier ceci. Oui, c'est parce que c'est les Bamileke qui viennent occuper les terres, c'est les Bamileke qui sont les plus nombreux dans les concours, c'est les Bamileke, mais est-ce qu'avant il n'y avait pas les concours? Mais les gens s'en sortaient. Tout le monde n'allait pas faire les concours à Yaoundé, au Cameroun. Mais les gens avaient du travail. Donc, on va avoir ce phénomène-là qui va se matérialiser, qu'on va appeler tribalisme chez nous, qu'on va appeler socialisme, qu'on va appeler racisme ici, là. Mais ce qu'il y a derrière, et c'est ça l'intérêt de l'analyse marxiste, c'est le problème de fond. Le problème de fond, c'est l'accès à une vie émancipée. Et lorsque les gens se rendent compte qu'ils n'ont pas une vie émancipée, c'est-à-dire qu'ils sont en incapacité objective de résoudre leurs problèmes essentiels,
ça va créer de la frustration et la propagande politique va surfer là-dessus et on va commencer à faire des frères d'hier, des ennemis d'aujourd'hui.